Choisir une arme qui à l'usage s'avère ne pas nous convenir est relativement fréquent lors de ses premiers achats. Je vais ici partager mon expérience personnelle et à partir d'elle vous proposer un plan pour que vous évitiez de tomber dans les mêmes pièges que moi. Oh shit. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Je les ai passées en privé suite à l'inquiétante dérive autoritaire que nous connaissons. Désormais, parler de notre détention d'armes sous l'angle de la défense personnelle ou du survivalisme peut aboutir à l'interdiction de cette détention, peut-être sous la justification, on ne peut plus fallacieuse et paradoxale, de représenter un soi-disant danger pour soi-même ou autrui. Aujourd'hui, très malheureusement, seuls le sport, la chasse et la collection sont des motifs dits légitimes de détention aux yeux de l'administration. Plutôt que de couper et censurer mes vidéos qui pouvaient peut-être prêter le flanc à une répression injuste et inepte, j'ai préféré écrire cette nouvelle vidéo. D'après mon expérience, le rapport que l'on a avec les armes ne change pas fondamentalement du rapport que l'on a avec les objets, les ustensiles, les outils, les engins, bref, du rapport que l'on a avec le matériel. Les goûts et les manières me semblent similaires. On peut aimer des engins customisés ou plutôt standardisés, plutôt l'histoire ou plutôt la performance d'un ustensile. Telle ou telle matière, telle ou telle esthétique, aimer plus ou moins le luxe ou la modernité. L'apprentissage qu'on fait du matériel, son investissement pour le comprendre, l'attention qu'on porte à son entretien, l'intensité de son usage. Tous ces rapports sont, il me semble, pour les armes identiques au reste. Les armes sont du matériel comme un autre, ou en tout cas elles le deviennent avec le temps. La nouveauté, la dangerosité, les a priori divers peuvent dans un premier temps masquer cet aspect banal. Pensez avoir un rapport aux armes différent de celui que j'ai généralement avec mes autres possessions a été la première de mes erreurs. Par exemple, je déteste entretenir le matériel. J'ai autre chose à faire que faire reluire ma voiture ou nettoyer ma tondeuse. J'ai abandonné une poêle qui ne passait pas au lave-vaisselle, je ne porte plus ma montre automatique qu'il faut remonter tous les matins. Bref, ne perdurent que les objets qui ne me demandent aucun effort supplémentaire et que je peux négliger. Ils doivent donc remplir leur usage, même et surtout lorsque je les néglige. Pourtant, à mes débuts, pour des raisons légales, j'ai acheté un pistolet à poudre noire, puis pour des raisons budgétaires, des armes et munitions d'arsenal de l'Est. Or, la poudre noire est très salissante, et les munitions d'arsenal étaient corrosives. Les armes devaient être démontées, bien nettoyées après chaque séance de tir. Rien qu'à cette idée, j'ai totalement cessé de les utiliser. Ces choix m'avaient paru logiques et raisonnables, mais ils se sont avérés ne pas être bons. Mon peu d'argent aurait pu être bien mieux investi si j'avais été plus à l'écoute de mes habitudes et moins de mes espoirs. Il y a 1000 considérations personnelles que vous pouvez avoir au sujet du matériel. Vous êtes unique. Vous devez vous connaître un minimum et ne pas imaginer que les armes vous révéleront de nouveaux super-pouvoirs et encore moins qu'elles en disposent. Il y a aussi une tendance personnelle plus ou moins forte qu'il est bon de connaître, car vous serez plus concerné par la probabilité de vous tromper dans un cas que dans l'autre. Je pense au fait d'être plutôt enclin à s'adapter au matériel de référence, ou plutôt enclin à rechercher le matériel qui soit adapté à vous. Persister à ignorer ma nature en voulant suivre des dogmes et ne pas rechercher une arme adaptée à moi a été ma deuxième et ma plus grosse source d'erreur. Dans une de ces vidéos, passées en privé, je m'étais amusé à concevoir un petit test pour que vous puissiez déterminer de quel côté vous penchiez. Si jamais vous ne le saviez pas, il s'est révélé, je crois, assez pertinent, je vous propose d'y répondre à nouveau. Enfin, mon cinquième et principal conseil est d'écouter votre nature. Je vois deux approches différentes envers les objets et les outils, donc les armes. La première est d'être dans l'idée de maîtriser un outil qui s'impose. La deuxième approche est plutôt de trouver l'outil le plus adapté à soi et dont on fait seul le choix. Il est impossible de se reposer entièrement sur sa maîtrise ou entièrement sur son arme. Vous aurez beau avoir la meilleure arme, vous ne serez jamais aussi efficace qu'avec une arme moins bonne mais un meilleur entraînement. Vous aurez beau avoir
le meilleur entraînement. Vous ne serez jamais aussi efficace avec une arme qui n'est pas adaptée à vous qu'avec une arme qui l'est. Il faut savoir quand écouter sa nature ou quand la forcer pour avoir le meilleur couple tireur-arme. Le moteur pour l'atteindre ne me semble pas le même pour tout le monde. Selon votre tournure d'esprit, je ne vais pas vous suggérer les mêmes armes. C'est pourquoi je vous invite à répondre à un petit test. C'est simple, je vous fais des suggestions et vous comptez les points pour savoir de quel côté vous penchez le plus, car votre nature reprendra le dessus pour les armes aussi. C'est parti. Les chaussures, êtes-vous plutôt Rangers, cette référence pour sa durabilité en cuir épais et inconfortable avant d'être faite à votre pied, à moins que ce soit vos pieds qui s'y soient faits. Commandez-vous vos paires de chaussures sur internet. N'achetez-vous que des chaussures de marque, que ce soit 5.11 ou des Converse. Ou alors, essayez-vous des chaussures 5, 10, 20 paires dans 3 magasins différents jusqu'à ce que vous trouviez celle qui va à votre pied et seulement avec un certain type de fermeture, de matière ou de semelle. Votre souris d'ordinateur, vous ne l'avez pas choisi? Si oui, l'avez-vous choisi parce que d'une marque réputée? Parce que bien noté sur un site de vente? Parce qu'en lot avec un clavier? Parce que c'est la même qu'au travail? Ou alors, l'avez-vous choisi parce que vous vouliez 6 boutons au pouce, un câble tressé, un creux pour le petit doigt, un capteur laser bien dans l'axe vertical, et pour ne pas avoir ce petit coup de côté parce que vous la reposez? Êtes-vous Apple? Ou n'importe quoi d'autre, mais surtout pas Apple. Et les montres, regardez-vous l'heure sur votre smartphone? Avez-vous une montre connectée parce que c'est pratique, il y a la mode? Une G-Shock parce que abordable, réputée et solide? Votre montre est-elle un cadeau d'entreprise? Ou alors, avez-vous passé des heures à chercher celle qui avait un verre saphir, des aiguilles carrées tout en étant automatique et certifiée 20 bars? Si vous avez un couteau en évry d'équerre ou attitré, est-ce que c'est le modèle de l'armée française? Un couteau suisse, un Laguiole ou un Mora, parce que c'est une référence, fiable, durable, simple et efficace. Ou avez-vous choisi une lame pour couper les cordes et apte au bâtonnage de 12 cm, avec un revêtement qui reflète peu et un brise-vitre au bout du manche qui doit être rond? Je ne vais pas vous faire les mêmes recommandations selon que vous penchiez d'un côté ou de l'autre, que vous verrez peut-être comme un côté raisonnable, et un côté exubérant, ou un côté sans prise de tête, et un côté réfléchi, un côté conformiste et un côté anticonformiste. Le déterminer avant d'acheter vos premières armes est, à mon avis, ce qui vous fera vraiment économiser du temps et de l'argent et des regrets. Faire partie de ceux qui s'adaptent à un matériel de référence est beaucoup plus simple lorsqu'on parle de choix puisque votre budget vous est connu et puis le contexte, c'est-à-dire les armes disponibles en France et l'usage, c'est-à-dire les usages légitimes en France, sont facilement définissables. Ainsi, pour débuter, il suffit de choisir une arme reconnue pour l'utilisation que vous prévoyez. Pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, beaucoup de youtubeurs francophones ont traité ce sujet et vous pouvez suivre leurs conseils ou celui de votre armurier ou votre instructeur de tir sportif pour tel genre de pratique ou choisir l'arme de votre armée, bref, selon votre sensibilité propre. Vous conformer aux références en la matière, universelles ou locales, récentes ou de toujours, me semble être la meilleure façon de ne pas vous tromper d'arme. Vous n'auriez probablement pas l'esprit tranquille si vous commenciez par une arme exotique. Je pense que ça n'a pas d'intérêt dans votre façon de fonctionner. Si vous avez fait 5 sur 5 à mon test en ce sens, et que vous vous reconnaissez dans ce côté du spectre, vous ne vous perdrez probablement pas d'arme en arme comme j'ai pu le faire. Mais si, comme moi, vous n'avez pas cette tendance naturelle à rechercher la norme, à contrario de ce que je viens de dire, une des façons de me tromper a été justement de vouloir me conformer et de m'être laissé influencer. C'est pour ça, à mon avis, qu'il faut savoir de quel côté on penche. Par exemple, la première arme de poing que j'ai achetée était un Glock en calibre 40 Smith & Wesson. Les Glocks sont une référence pour beaucoup. La génération 4 venait de sortir et le calibre 40 était il y a 15 ans à la mode suite à son adoption par le FBI. Le Glock 22 était de facto l'arme parfaite sur le papier, à la fois une référence et à la fois à la mode. En tout cas, aux États-Unis, source de mes recherches. Ça, c'est un Glock 22. C'est mon flingue de service. Et à moins que tu sois total accro aux balles merdiques de la vieille école, t'oublies le 9 mm.
Du lave, j'en ai vu une fois qui rebondissait sur un pare-brise. Alors c'est toi qui tirais. Si tu portes un flingue, mon petit, t'en portes un vrai. Calibre 40. Seulement, je n'avais jamais eu l'occasion de tenir un Glock en main. Aussi étonnant cela soit, et il s'est avéré que leurs poignets sont inchaussables en ce qui me concerne. Et non, ce n'est pas une question d'instruction, mais bel et bien une question physique. Et le calibre 40 prend aujourd'hui la direction des oubliettes. Typiquement, on vous affirmera, surtout les personnes dont l'idée est de s'adapter aux armes, que les Glocks sont parfaits pour apprendre à tirer, puisqu'ils ne pardonnent pas un mauvais lâcher et que par conséquent, vous serez bon avec toutes les autres armes de poing une fois que vous le serez avec un Glock. Mais tout le monde ne se motive pas de cette manière. Bien au contraire, tout le monde ne marche pas à ce genre de challenge personnel. Je peux vous assurer toutefois que je ne suis pas plus mauvais avec un Glock en tir statique sur cible qu'avec une autre arme, et sans avoir à les subir. Et puis, il y a la double action et d'autres moyens d'avoir du challenge. Suite à ce premier achat décevant, j'ai écouté et lu les conseils d'autres tireurs sportifs français, et le CZ75 SP01 faisait la quasi-unanimité. Mais cette arme est une grosse enclume, et je n'ai pas développé de goût pour le type d'usage sportif auquel elles sont destinées. Et ces armes ne sont vraiment pas données. Il y avait un décalage entre l'arme et l'usage ludique que j'en attendais. Beaucoup vous diront aussi qu'avoir un fusil de calibre 12 est la base de tout bon râtelier. Seulement le calibre 12 est un calibre violent pour l'épaule et souvent interdit en stand pour préserver le matériel, sans compter leur intérêt sportif limité, ce qui a pour conséquence, dans les faits, qu'on les utilise peu, voire pas du tout. De plus, j'ai un problème médical qui me fait écarter les armes d'épaule à trop fort recul. Alors, quoi de mieux que le 22 long rifle ? Les munitions ne sont pas chères. Nous pouvons assouvir notre besoin de tirer sans se soucier de notre consommation, et moi de mon épaule. Et puis tout le monde doit avoir une carabine ou un pistolet en calibre 22 long rifle. Et ce calibre anémique, à la portée aux sensations limitées, ne m'a jamais fait sortir au stand à lui tout seul. Une arme aussi symbolique et soi-disant incontournable soit-elle, avec laquelle, pour une raison X ou Y, on ne peut pas ou on n'a pas envie de tirer, a à mes yeux pas d'intérêt. Quand on a un budget serré, mieux vaut éviter les dépenses dans les chimères, d'autant plus celles des autres. Les dépenses dans le symbolique, ou dans la posture, sous la pression sociale du stand parce que on manque d'expérience, d'autant plus si normalement avec suffisamment d'expérience. Il n'est pas dans notre nature d'être sensible à ces questions. Au fil des années, j'ai donc fait de moins en moins d'erreurs, et de moins en moins graves. Un apprentissage sur le taille au coup par coup, mais à quel prix en temps et en argent? Et c'est ce que j'aimerais vous faire éviter, si vous faites partie comme moi de l'autre côté du spectre, le côté qu'on dira anticonformiste. C'est là où je prends mes distances avec un conseil particulier donné aux débutants qui a tendance à revenir. Et c'est celui qui veut qu'on doive se faire plaisir. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce conseil-là. Pour quelqu'un sans expérience et qui n'est pas formé, penser se faire plaisir a toutes les chances de se traduire en réalité par bien se planter. Et d'autant plus qu'on a tendance, après toute cette attente qu'impose la loi, à ne plus entendre que ce conseil-là. Alors j'aurais vraiment préféré ne pas me tromper en voulant me faire plaisir, je n'en ai pas les moyens, cela m'a été vraiment préjudiciable. Alors je ne suis pas un adepte de l'auto-persuasion. En faisant le bilan, je dois reconnaître que j'ai perdu trop d'argent dans mes errances, et au final le plaisir se délitait un peu plus à chaque tir. Alors, quel est le plan que je vous propose? Pour trouver une arme adéquate, il y a des facteurs contre lesquels nous ne pouvons pas grand-chose. La loi, le marché et son physique. Il y a des facteurs sur lesquels nous pouvons avoir une action limitée. Son budget, le choix de son stand et de son armurerie. Mais là où se trouve la vraie marge de manœuvre, c'est sur soi-même. La connaissance, l'expérience et la planification en conséquence. Le plan en 5 étapes que je vous propose pour le contexte français est basé sur ce qui, tardivement, a vraiment fait une différence pour moi. La première étape est de choisir un stand et un
et une armurerie en adéquation avec la pratique que vous envisagez. L'idéal étant le tout en un avec une armurerie et son stand de tir à coller. Si vous faites du tir, une armurerie type chat aura souvent trop peu de stock d'armes de tir, et même si elle vous vendra une arme de catégorie B sur commande, son intérêt deviendra vite nul par rapport aux armureries en ligne. Par contre, une armurerie fournie en dizaines d'armes de catégorie B ou du type spécifique que vous envisagez, que vous pouvez tenir en main et manipuler, est irremplaçable. C'est la première qualité que vous devez rechercher selon moi. Et c'est la même chose pour le stand de tir. Si vous le pouvez, choisissez un stand en adéquation avec votre état d'esprit et votre pratique. N'hésitez pas à changer pour mieux si vous en avez l'occasion. Ne vous laissez pas avoir par le faux confort de l'habitude. Je vous recommande un stand qui apprend les 4 règles de sécurité de la manipulation d'une arme à feu et vous permet de tirer d'une façon libre et autonome. C'est probablement le meilleur signe de sa qualité, qui vous permet de tirer aussi avec un maximum d'armes et qui en propose aux tireurs, qui n'ont pas encore leur autorisation bien sûr, avec un accès libre, pas de tir où vous pouvez tirer à l'arme de poing à moins de 25 mètres sur gong et vous faire plaisir sans avoir à subir des règles pénalisantes et inutiles. Aussi, où le port du holster est autorisé via le TSV et qu'il soit toutefois orienté tir de loisir, à moins que ce soit spécifiquement la compétition qui vous intéresse. Alors, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Si vous devez faire 1 heure de trajet en plus pour profiter d'une armurerie ou un stand adéquat, n'hésitez pas une seconde. Un bon stand et une bonne armurerie sont la base indispensable au bonheur du tireur. Cela a été essentiel pour moi et beaucoup d'autres qui partageront peut-être leur expérience, bonne ou mauvaise, dans les commentaires. La deuxième étape dépend beaucoup de la première. C'est le temps d'attente avant d'avoir l'autorisation de détention de catégorie B qu'il faut mettre à profit. Essayez un maximum d'armes, tous les genres, tous les calibres, testez tout ce qui est à votre portée, que ce soit les armes du stand pour tirer ou de l'armurerie à manipuler. Faites-en votre priorité. Demandez gentiment aux personnes qui tirent avec vous, en leur expliquant que vous débutez, que vous aimeriez bien tester leur arme, s'ils l'acceptent. Pour le moment, quelques tirs avec une arme vous en apprendront plus que des vidéos. Et c'est pourquoi j'invite les tireurs vétérans à être sympas et de faire essayer vos armes aux novices. Profitez-en aussi pour établir votre budget pour vos premiers achats selon votre pratique qui se dessine, et ainsi avoir une vision à long terme et ne pas souffrir financièrement le moment de l'achat venu. Et donc, étape 3 du plan que je vous propose, celle du moment de vous acheter une arme parce que vous avez enfin le sésame pour la catégorie B, oui je pense plutôt à la catégorie B et aux armes de poing. Je vous rappelle que vous pouvez déjà vous acheter une arme de catégorie C une fois licenciée. Alors je vous suggère donc une étape frustrante. N'achetez pas l'arme de vos rêves. N'achetez même pas d'armes neuves. Achetez-vous 2 ou 3 armes, mais d'occasion. Pas chères, de taille et de type différents, mais plutôt dans un calibre classique et d'un modèle répandu, d'une marque connue, pour que leur revente ne soit pas trop difficile. Alors beaucoup, attention, abusent sur le prix de revente de leurs armes. N'achetez pas d'armes d'occasion qui fait plus des 2/3 de son prix neuf, car vous ne savez pas si vous allez rapidement récupérer une partie de votre argent à la revente. Il faut juste que cette première arme soit en bon état mécanique. L'idée n'est pas du tout de faire une bonne affaire par rapport au neuf. L'idée est de perdre le moins d'argent possible pour les armes qui ne vous serviront qu'à une seule chose. La 4e étape, l'étape essentielle, vous former. Il y a des écoles d'instruction au tir qui dispensent des formations ouvertes aux tireurs à travers toute la France et même au-delà en Europe. Si vous en connaissez, partagez-le dans les commentaires, je dis en mettre en description. Faites au moins un stage avec une de ces écoles. Vous apprendrez les bases indispensables, les règles de sécurité, comment manipuler une arme, comment vous tenir, comment dégainer et rengainer une arme, la maintenir, faire une prise de visée, un bon lâcher, et un instructeur corrigera vos fautes. Vous aurez des bases solides pour être autonome. Vous ne serez plus le même tireur. Comment voulez-vous faire le bon choix d'armes sans avoir à essayer ne serait-ce que 10 pistolets différents, sans expérience, ou en faisant un choix en ligne, et sans avoir été formé? C'est ainsi qu'on se trompe. C'est ainsi que je me suis trompé.
Faire un choix, c'est faire un choix éduqué, avec des connaissances et de l'expérience personnelle, avec un vrai éventail de possibilités, en se connaissant suffisamment et un but réaliste. Ne vous précipitez pas, le principe slow is fast ne s'applique pas qu'aux fusillades. Une fois que vous êtes formé, avec des bases solides, vous pouvez passer à l'étape finale, le choix de votre vraie première arme, enfin. Et je vous suggère de le faire d'une certaine manière, en mettant les armes qui vous intéressent en compétition et de procéder par déduction. Cela facilitera grandement les choses. Personnellement, c'est l'expérience que j'ai préférée qui a été la plus révélatrice. Je vais encore ici partager mon expérience pour vous donner des pistes, car malheureusement, en France, l'accès des civils aux armes est trop limité et chaque contexte est différent. Adaptez-vous au vôtre. Au stand, j'aimais beaucoup mon Beretta PX4, un pistolet double et simple action en calibre 45 auto. J'ai eu l'idée de le choisir pour faire un stage de cours technique pistolet de l'ENIT, parce que quelque chose me gênait sans que j'arrive à mettre le doigt dessus. C'était mon deuxième stage avec cette école que d'ailleurs je vous recommande chaudement. Durant les exercices imposés, je n'étais pas à l'aise. La double action, le décoqueur, les exercices ont exacerbé cette gêne. Pourtant, j'étais habitué au stand. Il ne me posait aucun problème lorsque je n'étais pas confronté à l'inattendu. J'avais anticipé toutefois en emmenant aussi mon Walter PPQ, une arme à percuteur lancé, donc j'ai changé d'arme au cours du stage. Toute gêne a alors disparu, et cela m'a appris l'importance de sortir de sa zone de confort dans l'évaluation d'une arme. Autre moment révélateur, suite à ça un peu plus tard, lorsque j'ai essayé des armes d'occasion et de près de mon armurerie. Côte à côte, en même temps. Les différences étaient exacerbées, et je serais totalement passé à côté si j'avais testé une arme après l'autre, à plusieurs semaines d'intervalle. Telle arme, qui seule vous paraît bien, peut se révéler sous un bien plus mauvais jour en tir réel lors d'un test et confronté à la concurrence. Et préférez les tests avec de la pression et de l'inattendu. Il y a par exemple des petites compétitions de stand ou même en ligne, ou encore des exercices proposés par des écoles et instructeurs. Très simplement, vous pouvez vous baser sur l'exercice aléatoire de Gaëtan, ou créer le vôtre selon ce que vous attendez d'une arme et ce que vous pouvez faire à votre stand. J'ai conçu mes propres tests simples mais standardisés pour évaluer les armes, et j'en suis très content. Dernier exemple, j'ai eu la grande chance d'acheter une arme de poing dont l'ergonomie était absolument parfaite à tout point de vue pour ma main. Confort et forme, prise en main, angle, prise de visée, impossible de mal la tenir. La seule arme entre mes mains qui a atteint la perfection sur des dizaines et des dizaines d'autres, le Taurus PT-58 High Capacity, un clone de Beretta Cheetah ancienne génération. Hélas, c'était bien là sa seule qualité. L'arme était ni fiable ni durable, avec continuellement des incidents de tir, et elle rouillait la moindre goutte d'eau. Toutefois, grâce à elle, j'ai eu une base pour déterminer l'ergonomie qui me convenait. Angle de la poignée, hauteur du busque, emplacement du bouton poussoir et de l'éventuelle sécurité, et j'ai ainsi pu concevoir le grippomètre. Le principe est simple, tracer les cotes de cette arme parfaite et par un système de calque, évaluer si une arme y correspond peu ou prou, et ainsi éviter celle qui en dévie trop. Et c'est grâce au grand choix de mon armurerie que j'ai pu vérifier si ma théorie était valide, et effectivement la prise en main à laquelle je m'attendais avec le grippomètre et la prise en main réelle des armes concordaient parfaitement. Même la meilleure des armureries ne peut vous offrir un catalogue complet, mais on trouve toujours une photo de profil des armes en ligne. Ainsi, j'ai pu éviter d'acheter des armes qui, immanquablement, n'allaient pas me convenir. Mais tout le monde ne peut pas faire de stage et de tests avec autant d'armes à disposition. Vous comprenez alors, j'espère, l'importance des premiers points du plan que je vous propose. Au final, il s'agit de sortir des dogmes et des systèmes de croyances en construisant un savoir sur la base de votre connaissance et expérience personnelle. Aucun conseil, aucune vidéo ne pourra les remplacer. Devenez votre propre testeur. Vous pourrez alors réellement choisir une arme pour le plaisir, en profiter pleinement, sans frustration, en connaissant ce qu'elle vous offre et ce qu'elle ne vous offre pas. Aujourd'hui, personne ne peut me faire croire que telle ou telle arme me conviendra ou non, et je vous souhaite la même chose. Toutefois, nous n'avons pas tous le même état d'esprit, et les mêmes buts. Alors, je vous recommande aussi de regarder les vidéos d'autres GunTubers qui,
correspondront peut-être mieux aux vôtres. D'ailleurs, je vous propose d'en discuter en live prochainement. On pourra partager nos expériences à ce sujet avec quelques invités. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Merci beaucoup à mes tipeurs pour votre soutien. Et n'oubliez pas,